Madame, Monsieur, bonsoir. Le projet futuriste du nouveau CHU Ibn Sina de Rabat au menu de questions d'actu ce soir. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné jeudi 6 mai le coup d'envoi des travaux de construction de cette nouvelle structure sanitaire à la pointe de la technologie, un appui conséquent à l'offre sanitaire du royaume avec une capacité d'accueil de plus de 1000 lits, dont 148 dédiés aux unités de réanimation et de soins intensifs, ô combien nécessaire, notamment après cette crise de Covid que l'on vient de traverser. La fin des travaux est, elle, prévue pour l'année 2026. Le nouveau CHU Ibn Sina permettra plus de complémentarité aussi dans la carte sanitaire au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, région qui compte, pour rappel, quelques 10 hôpitaux universitaires. Une architecture novatrice et une portée multidimensionnelle. Ce projet apporte une pierre importante à l'édifice de la structure sanitaire nationale qui aspire à répondre aux besoins de tous les citoyens. Il sera également une pépinière de futurs médecins, car le souverain veille à l'instruction des ressources humaines dans ce secteur vital. Il reste aussi déterminé à ce que l'on rassure une formation de qualité conforme aux normes internationales et adaptée à l'évolution scientifique et technologique dans les traitements médicaux. Sans oublier l'attention particulière portée par le souverain à la gestion et la gouvernance de notre système de santé. Nous allons discuter de tous ces points et en détail de ce projet grandiose du nouveau CHU Ibn Sina de Rabat avec mes invités ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir d'abord depuis la Reish par Skype, professeur Taïb Hamdi. Bonsoir, professeur Hamdi. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Donc vous êtes à Casa et pas à la Reish. On a l'habitude de vous joindre à la Reish. Je rappelle que vous êtes médecin et chercheur en politique et système de santé, vice-président de la Fédération nationale de la santé. Par Skype toujours, cette fois depuis Marrakech, le professeur assistant management hospitalier à l'université Mohamed VI des sciences de la santé, professeur Zakaria Belriti. Bonsoir, merci de vous joindre à nous depuis Marrakech. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et avec moi sur le plateau, docteur Abdelhafid Oualalou, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Bien sûr, on va rappeler que vous êtes président fondateur de l'association Initiative marocaine pour la prévention et la couverture médicale. Vous êtes également expert en économie de la santé, mais pas que. Le CV est bien long, on peut pas tout citer ce soir. Alors bienvenue à vous sur le plateau de questions d'actu. C'est gentil. Tout d'abord, docteur Taïb Hamdi, on parle d'une structure sanitaire. Ce n'est pas un hôpital tout court, c'est-à-dire que c'est un complexe, c'est un centre qui réunit plusieurs activités en plus de celles qui se basent sur les soins médicaux. Ce CHU, ce bijou de la santé que je dirais, bien sûr qui va donner une nouvelle vie au plus ancien CHU au Maroc, qui est adossé à la première faculté de médecine au Maroc, à savoir la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. C'est un établissement de soins de santé, certes, de soins de santé, de soins hospitaliers, de soins à titre externe, de diagnostic, de réadaptation, mais aussi c'est un espace de formation pour les médecins, parce que c'est un CHU. C'est un espace de formation pour les médecins des études de médecins, pour les médecins en cours de spécialisation et pour les futurs médecins enseignants. C'est aussi un espace, et ça c'est le troisième volet des activités du CHU, c'est un espace de recherche médicale au Maroc. Les CHU sont le pivot de la recherche médicale dans tous les pays et en l'occurrence au Maroc. Donc c'est un établissement de soins hospitalier, mais c'est aussi un établissement de formation médicale et de formation continue, mais aussi un établissement de recherche. C'est tout ce qui fait son importance. Très bien. Et tout ce qui fait aussi son importance, docteur Oualalou, la symbolique de l'emplacement, parce que le CHU existant de Ibn Sina va rester en place le temps que les travaux soient terminés. Il va être ensuite transformé en jardin, en espace vert. Mais l'emplacement Parlez-nous de l'histoire justement de ce CHU d'Ibn Sina de Rabat. Ibn Sina, actuellement, c'est un grand hôpital dans la région
de Rabat Salé Kenitra. Il a été édifié en 1954. Il a rendu un grand service pour la population de cette région et essentiellement pour la capitale du royaume, Rabat, et de Salé aussi, avec les centres universitaires dont il dépend, et aussi une dizaine d'hôpitaux provinciaux et préfectoraux. C'est un hôpital qui a contribué à la formation de nos compétences médicales, plusieurs générations. Personnellement, j'ai travaillé dans cet hôpital et dans les laboratoires de cet hôpital et vraiment ça a été aussi un centre de référence pour la recherche médicale et pharmaceutique, mais aussi pour la formation de nos médecins, de nos pharmaciens et du paramédical. Donc un bijou de plus dans cette région grâce à Sa Majesté le Roi qui donne la grande priorité au système de santé. L'hôpital Avicenne est connu au niveau national, mais au niveau international. Il porte le nom d'Avicenne, un grand philosophe, un grand médecin, un grand chercheur. Et je pense que nous sommes fiers d'avoir encore une fois ce bijou qui s'ajoute à l'ancien bâtiment du CHU d'Avicenne. On va en parler certainement pour ce qui est de la composition, pour vraiment ce qu'il apporte comme valeur à ces établissements hospitaliers, puisque nous allons parler de l'équité, de l'accueil, de l'éthique, de la qualité des soins, des compétences, de la gouvernance, des ressources humaines. Oui. Tout cela... Nous allons parler de chacun de ces volets-là, bien sûr. Juste pour finir le tour de table, professeur Belriti, pour cette question d'abord introductive à ce projet du nouveau CHU Ibn Sina de Rabat. C'est une prouesse technologique réelle, mais à portée sociale. Comment cela, si vous pouviez nous rapprocher davantage, en tant que professionnel du management hospitalier, de l'importance d'une telle structure sanitaire? Alors, tout à fait. Cet hôpital, ce nouvel hôpital qui est une prouesse, comme vous l'avez dit, technologique, mais aussi architecturale, et qui s'inscrit aussi dans cette logique de développement durable. Et comme tu l'as dit, ce volet sociologique, comment un hôpital apporte, notamment en matière d'accès aux soins, accès aux lits hospitaliers, à une population marocaine dont on a besoin. Donc, il a augmenté de capacité litière de plus de 363 lits, ce qui donne une couverture en termes d'accès hospitalier dans la région de Rabat, Salé, Kenitra, une meilleure couverture en matière de lits hospitaliers, d'admission hospitalière, mais aussi en matière d'hospitalisation de jour et de services ambulatoires. Et donc, cet hôpital s'inscrit dans un écosystème qui va servir aussi à une meilleure intégration de soins en coordination avec les autres hôpitaux, notamment de la région, notamment le centre hospitalier régional. Donc, l'idée, c'est cet hôpital, il va assurer un meilleur accès, une meilleure qualité de soins à notre population marocaine pour faire face aux challenges, notamment en termes de morbidité liées aux maladies non transmissibles. Juste un ajout, c'est par rapport à cet hôpital, de ce que j'ai lu, c'est essentiellement, il s'inscrit dans cette politique aussi d'un hôpital de développement durable, un hôpital vert, un hôpital numérique, un hôpital connecté, et donc il s'inscrit dans cette dynamique de modernisation de l'offre hospitalière marocaine et qui sort un peu des modèles classiques traditionnels des hôpitaux pavillonnaires. Voilà. Très bien. Et surtout, il entre un peu dans, vous le disiez, dans le cadre de toute une vision, de tout un plan de développement sanitaire. Docteur Hamdi, un point sur justement les services sanitaires et rapprocher les services de base du citoyen. Comment cela s'opérer au niveau de ce nouveau CHU Ibn Sina? Bien sûr, la fin des travaux est prévue dans 4 ans, mais comment cela va se concrétiser et pour qui profiteront les services proposés dans ce CHU Ibn Sina? Bien sûr, les services, l'offre de soins qui sera proposée par le CHU, ce sera la continuité de l'offre de soins qui est proposée actuellement par
Ibn Sina. Ça veut dire que c'est un hôpital qui, bien sûr, qui va recevoir des patients qui vont venir, qui seront adressés par d'autres hôpitaux, par des médecins qui adressent leurs patients. C'est une hiérarchisation du parcours de soins d'un patient, de la consultation externe, de l'ambulatoire, l'hôpital de région. Il y a des cas qui sont bien sûr dirigés vers un CHU. Un CHU, donc il va... Mais dans un nouveau contexte, parce qu'on parle d'un hôpital de nouvelle génération. C'est quoi un hôpital de nouvelle génération? On peut résumer ça en 3 mots. C'est un hôpital qui est innovant, c'est un hôpital qui est performant, c'est un hôpital qui est convivial. Donc ce sont les 3 caractéristiques que va offrir cet hôpital de nouvelle génération. Et innovant, c'est parce qu'il va utiliser, comme l'a dit Dr Ouelalo, il va utiliser des technologies nouvelles. Il y a la digitalisation, il y a la connectivité, il y a la communication, il y a les nouvelles technologies dans le diagnostic, dans le traitement. Donc on utilise tout ce qui est innovant en matière soit de gestion et de soins et de relations avec le patient. C'est un hôpital qui doit être et qui va être performant. C'est une caractéristique d'un hôpital de nouvelle génération. Il va être performant en matière, si on compare son rendu de service pour le patient, pour les professionnels de santé, pour les visiteurs aussi, par rapport aux moyens qui seront mis en œuvre. Mais c'est aussi un espace, un hôpital qui est convivial, parce que l'idée d'hospitaliser le patient, le malade pendant 10 jours, 8 jours, 5 jours et le déconnecter de sa famille, ce n'est plus l'ère de l'offre de soins de nouvelle génération. Un patient doit être hospitalisé et il doit être connecté à sa famille, et c'est pourquoi l'hôpital doit être un espace convivial. Et c'est pourquoi d'ailleurs cet espace, le CHU Ibn Sina, version 2, je dirais, donc dans les 4 années, après 4 ans de travaux, ce sera un espace qui est conçu pour justement prendre en charge le patient, le malade dans sa globalité et en relation avec sa famille. C'est pourquoi il y a des espaces verts, il y a même aussi ces 3 critères d'innovation, de performance et de convivialité. C'est aussi vrai pour les professionnels de santé. Ils doivent travailler dans un espace justement qui leur offre ces 3 caractéristiques, et même pour les visiteurs. Donc c'est là la définition d'un espace, d'un hôpital de nouvelle génération. Et bien sûr, tout ceci, il y a d'autres normes de sécurité, de gestion de médicaments, gestion de déchets médicaux, qui doivent eux aussi profiter et bénéficier de, bien sûr, cette mise à jour des normes d'un hôpital. Donc, c'est un hôpital qui va participer non seulement à offrir des soins classiques, mais à offrir des soins dans un contexte et dans des normes nouvelles et dans un contexte nouveau, pour pouvoir profiter, pour pouvoir faciliter l'accès aux soins pour le patient, définir et baliser son parcours dans un hôpital. Le parcours de soins n'est pas le même pour un enfant, pour un patient qui cherche l'ophtalmo, pour un malade qui a un problème de cardio. Ce n'est pas les mêmes parcours. Ce sont des parcours qui doivent être balisés, qui doivent être faciles. On ne doit pas faire perdre du temps aux patients pour être diagnostiqué ou pour être traité. On ne doit pas faire perdre le temps aux professionnels de santé, aux médecins, à l'infirmier. On ne doit pas faire de la rentabilité à un scanner ou une IRM. Donc il faut la gérer d'une manière optimale. Et surtout aussi, on ne doit pas faire perdre du temps à un lit. Un lit à l'hôpital, il a une fonction et il doit être occupé de la manière la plus optimale possible. Donc, ce sont les caractéristiques d'un hôpital de nouvelle génération qui doit répondre à des besoins. Bien sûr, on va parler par la suite certainement. Bien sûr, nous sommes en période de refonte du système de santé, oui, de généralisation de la conversion médicale, et donc ça va contribuer à ça. On verra peut-être durant cette émission quelle participation de cet hôpital et de ce nouvel CHU à cette composante. Vous avez parlé de l'utilisation, oui, nous y reviendrons certainement, Dr Hamdi. Professeur Belghaiti, on parle, je vous reviens aussi en ce qui concerne surtout la gestion des médicaments, etc. Mais
Docteur Hamdi a évoqué d'ailleurs à juste titre une utilisation optimale des lits. Alors, les 1044 lits, vous, en tant que spécialiste du management hospitalier, que représente cette capacité-là? On entend ce chiffre, mais on aimerait bien comprendre davantage. 1044 lits, ça représente quoi? Ça couvre combien de patients par an? Comment gérer 1044 lits? Combien de staff hospitalier de combien de staff hospitalier on a besoin pour gérer ces 1044 lits, dont le 10e, plus ou moins, est destiné aux soins de réa? Alors d'abord, je donne un peu quelques chiffres par rapport à la couverture en lit hospitalier au Maroc. Oui. Alors, si on prend globalement au Maroc, c'est pratiquement, selon l'OMS, c'est 1,5 lits pour 1000 habitants, soit un chiffre qui correspond à 1234 habitants par lit dans la région de Rabat Salih Nitra. Et donc, ce qui est relativement inférieur par rapport à des pays, si on se compare par exemple à la Belgique qui fait 5,4 lits pour 1000 habitants, 5,6 pour la France pour 1000 habitants. Donc, on est déjà avec un gain à gagner en termes de couverture, en termes de lits. Ça, c'est un. Deuxième élément, c'est que les 1044 lits, il faut savoir que cela dépend du taux d'occupation moyen de l'hôpital. Si on prend les chiffres actuels de l'hôpital Ibn Sina, il a un taux d'occupation de 74%. Ça veut dire que on va dire 26% uniquement, ça reste non couverte durant l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, dans un hôpital, il faut toujours avoir une capacité résiduelle de 15% pour ouvrir tout ce qui est urgence, catastrophe, afflux massif de patients. Et donc, cette taux d'utilisation hospitalière va dépendre aussi des différentes spécialités. Si on prend, par exemple, la maternité et on trouvera des taux d'occupation beaucoup plus importants par rapport dans l'autre hôpital de maternité, par exemple au CHU. Mais si on prend, par exemple, la cardiovasculaire, la réanimation, les unités de soins intensifs, la durée moyenne de séjour est très, très longue. Et donc, le taux de rotation des lits, c'est-à-dire lorsque le patient, entre un patient et un autre patient, le taux de rotation, il est de 2 à 3 jours. Et donc, il faut se dire que le taux d'occupation moyen va dépendre du volume d'activité. Et l'idée, c'est que dans un CHU tel que l'hôpital Avicenne, c'est essentiellement les offres qui sont de niveau tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui est spécialité super chirurgicale, greffe, etc. Mais actuellement, il faut aussi réguler cela à travers une régulation des flux des patients qui viennent des autres hôpitaux, par exemple l'hôpital régional de Rabat qui vient d'être aussi inauguré, mis en place, les autres hôpitaux de la région Rabat Salih Nitra, parce que l'hôpital Avicenne Ibn Sina recueille des patients qui viennent de différentes provinces de la région, voire d'autres régions. C'est pour ça qu'on l'appelle un centre hospitalier interrégional. Et de ce fait-là, vraiment l'enjeu managérial principal pour optimiser cette capacité litière, c'est la régulation, la coordination entre les différents paliers de soins de niveau primaire, c'est-à-dire les établissements de soins de santé primaires, niveau secondaire, c'est-à-dire les hôpitaux provinciaux et les hôpitaux régionaux qui sont dans la région, mais aussi dans les autres régions adjacentes, parce qu'il y a certaines spécialités et des super spécialités qui sont disponibles à l'hôpital Ibn Sina, et réguler cela à travers les différents systèmes de régulation, SAMU, etc. C'est ce qui expliquerait comment on peut optimiser cette capacité litière. Mais c'est juste, grosso modo, la capacité actuelle de l'hôpital Avicenne est de 700 lits, donc il y a un gain de 300 lits. Mais l'essentiel, c'est vraiment un enjeu managérial en termes de comment optimiser les lits, comment gérer que les spécialités de niveau tertiaire et comment aussi optimiser la gestion des ressources humaines. Bon, tout à l'heure, vous avez cité aussi les ressources humaines, j'aimerais aussi enchaîner. Taux d'occupation tient tout simplement du fait, il faut aussi qu'on tienne toujours de la capacité en ressources humaines disponible pour permettre une prise en charge optimale, de qualité, accessible, avec toutes les mesures de sécurité. Malheureusement, avec l'hôpital Avicenne, c'est un établissement public qui connaît beaucoup de départs en retraite, notamment du personnel infirmier, et donc d'où l'importance un peu de renforcer la formation médicale à travers les facultés de médecine qui sont à côté, les instituts de formation infirmière, mais aussi les facultés de médecine, par exemple à l'UMC et l'UM6 et les autres facultés de médecine, et renforcer cette couverture, notamment
notamment en termes de combien de personnel médical et infirmier. Je vous donne un ratio très simple. On a un médecin pour 1113 habitants dans la région de Rabat Salé Khnitra. Et si on prend au Maroc, on souffre vraiment d'une pénurie aiguë en ressources humaines. On a un ratio de 0,9 infirmiers pour 1000 habitants et 0,7 médecins pour 1000 habitants. Et donc, pour vraiment prendre l'hôpital, il va permettre une optimisation de l'utilisation de la capacité litière, mais cela dépend de la disponibilité des ressources humaines et du personnel, notamment dans les services chauds qui nécessitent aussi une prise en charge, une surveillance très rapprochée. Et donc l'enjeu, c'est vraiment le renforcement des capacités RH qui vont accompagner cette prouesse architecturale et cette prouesse en termes de bâtiments. Justement, on en parlera, l'instruction des ressources humaines fait partie aussi de cette vision globale, vision royale. Mais avant, si on parlait de... parce que Dr Hamdi tout à l'heure parlait de l'hôpital comme un endroit où, je ne dirais pas il fait bon vivre, mais que l'accueil soit agréable sur plusieurs niveaux. Quels sont quelques exemples des normes internationales dans ce sens, Dr Walelo? Écoutez, d'après la définition que donne l'OMS pour les offres de santé, parce que nous sommes dans le chapitre offres de santé, qu'est l'hôpital ou CHU, c'est l'ensemble des ressources humaines, financières, logistiques et infrastructures. Donc vous avez les 4 composantes de cette offre de santé, donc tout cela, il faut le gérer. Vous parlez de l'accueil, très important pour le patient, pour les consultations externes. Et je pense que c'est un grand défi. Un grand défi d'abord pour les ressources humaines, parce que tout le monde se pose la question depuis hier, depuis que Sa Majesté a posé la première pierre de cet établissement prestigieux, il faut le dire encore une fois, c'est toujours les ressources humaines. Comment on va résoudre ce grand déficit au niveau national, mais aussi au niveau des CHU et au niveau des hôpitaux. Et ceci me ramène à dire qu'avec ce CHU Avicenne nouvelle génération, comme a dit notre ami Dr Hamdi, l'hôpital public renaît de ses cendres, comme on dit. Covid a montré que la priorité doit être donnée à l'hôpital public, doit être donnée à la prévention, doit être donnée à l'école publique. Donc nous sommes toujours dans le système qui est la base de toute politique de système de santé, c'est l'hôpital public. Donc il faut motiver les ressources humaines, il faut les former, il faut les répartir sur le plan géographique, mais aussi même au niveau de chaque région, en fonction de la carte sanitaire, et tout cela avec une nouvelle gouvernance, parce que c'est une entreprise. Le CHU d'Avicenne, actuellement, il a à peu près 6000 personnes comme personnel médical et paramédical, 1200 médecins, 3500 infirmiers, le reste, ce sont des techniciens et l'administratif, et tout cela doit être géré, pas uniquement par des médecins, avec tout le respect que j'ai, mais par des compétences dans le management, dans tout ce qui est gouvernance financière, parce qu'il faut que ça soit aussi un hôpital, disons, productif, et non pas à la charge de l'État qui doit, encore une fois, subventionner, apporter. Nous sommes à la veille de la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale. Qu'est-ce que cela apportera justement en termes, vous avez dit de redorer le blason de l'hôpital public marocain, mais comment cette généralisation de la couverture médicale, telle que voulue d'ailleurs par le souverain, lancée par le souverain il y a 2 ans, comment ça permettrait de se réorienter vers cet hôpital public délaissé? Effectivement, la grande problématique que nous avons connue, c'est que l'argent public, les dépenses médicales au niveau national vont au privé.
à peu près 75%. Oui. Donc l'hôpital public, c'est un établissement pauvre en recettes, pour plusieurs raisons, pas uniquement pour la qualité des soins qu'on peut trouver dans le privé par rapport au public, mais c'est aussi maintenant un grand besoin pour résoudre ce problème des 22 millions de bénéficiaires en plus pour la couverture médicale, y compris les ramédistes. Parce que donc il y aura une grande demande, et pour la demande, il faut qu'il y ait de l'offre pour accueillir ces patients et pour donner des soins de qualité, pas uniquement des soins de mauvaise qualité, mais des soins de qualité. Il faut qu'il y ait l'accueil, il faut qu'il y ait aussi un plus en concernant la recherche médicale, pharmaceutique, les essais cliniques qu'on peut faire demain pour la fabrication des vaccins en partenariat avec les Chinois ou avec les autres multinationales. Donc ça va être un ensemble complexe qui va, et je réponds à votre première question, l'emplacement de l'actuel Avicenne maintenant et du nouveau Avicenne, il est dans un espace, un contexte écosystème hospitalier très important au niveau national. Vous avez l'hôpital de spécialité, l'hôpital des enfants, la maternité, le centre d'oncologie. Tout cet écosystème va être renforcé par le CHU. J'espérais avoir aussi un grand bâtiment du ministère de la Santé, qui malheureusement, il y a une vingtaine de bâtiments qui sont un peu éparpillés à Rabat, où il faut penser à avoir un grand bâtiment du ministère de la Santé pour une meilleure coordination, pour un pilotage et pour être à côté de la faculté de médecine, à côté du CHU et à côté de ces établissements universitaires. Il faut dire aussi que ce CHU permettra de revoir et la mise à niveau des autres hôpitaux universitaires qui existent à Salé, comme l'hôpital Ayachi, comme l'hôpital Razi, on en parle, puisque maintenant nous avons 3 structures essentielles dans cet nouvel établissement. Vous avez la tour des 33 étages, vous avez une tour aussi de 11 étages pour tout ce qui est cardiovasculaire, la Ligue, et vous avez aussi un centre de 5 étages médico-techniques très, très important. Donc, tout cela va permettre aussi de répondre aux besoins en qualité de soins, mais en plus des soins qui n'existent pas à Rabat, comme le service des grands brûlés. D'habitude, on renvoie les médecins pour l'hôpital de Meknès. Donc, ce sont des structures nouvelles pour la capitale, pour la région, mais aussi, il ne faut pas oublier la réanimation, les soins intensifs. Nous avons vécu au Covid le grand déficit en lits de réanimation, et maintenant, il faut quand même développer cette structure de réanimation, de soins intensifs, pour faire face à éventuellement une nouvelle épidémie ou autre. Donc, c'est un centre qui est complexe, qui sera, j'espère, bien géré sur le plan financier, sur le plan du management, sur le plan aussi de la rentabilité, parce que tout cela, il faut que ça soit en coordination avec la CNSS, avec la CNOPS, avec tout ce qui est système mutualiste, pour faire de cet hôpital un établissement attractif et non pas comme auparavant, on préférait aller au privé, aux cliniques. Maintenant, auparavant, ça va être, et actuellement aussi. Actuellement aussi. Maintenant, ça n'a pas encore changé, mais on souhaite que ça change bientôt. Nous cherchons un partenariat, et j'espère que c'est l'occasion de vraiment de mettre en œuvre ce partenariat public-privé, et dans le CHU de Rabat sera un des noyaux de ce partenariat public-privé dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Attractivité des soins, de l'offre de soins, il y a aussi l'attractivité pour le cadre de la formation, Dr Hamdi. Comment cela peut peut-être, je dirais, encourager nos étudiants médecins à rester au Maroc, disposant d'un cadre d'abord joli, il faut le dire, c'est une réelle prouesse architecturale, mais aussi une prouesse technologique. Comment cela va encourager nos étudiants médecins à rester? On connaît bien sûr ce grand problème de fuite des cerveaux, et notamment dans le médical, avant même de finir leur cursus.
Effectivement, et là, c'est l'un des volets les plus importants du geste royal dans les deux sens, propre et figuré, de lancer un nouvel CHU de cette ampleur, de cette génération au Maroc, alors que nous sommes en chantier de généralisation de couverture médicale et de refonte du système de santé. Quand Sa Majesté le roi avait décidé de donner des instructions pour la généralisation de couverture médicale, j'avais dit que c'est une décision qui est révolutionnaire parce qu'il ne s'agit pas de faire des réformes ou des réformettes, mais c'est de refondre complètement le système de santé et que c'est un chantier locomotive qui va tirer vers l'avant et vers le haut tous les autres chantiers qui sont parallèles à la généralisation de la couverture médicale, ressources humaines et autres. Maintenant, quelle est l'importance? Et moi, c'est plutôt placer ce geste royal, le lancement de travaux, dans le vrai contexte. Son vrai contexte, effectivement, c'est ça. Parce que l'attractivité de l'hôpital public, c'est une pierre angulaire pour la réussite de ce chantier. Pourquoi? Très simplement parce qu'on a remarqué depuis maintenant les dernières années, depuis des décennies déjà, que l'hôpital public, que le service public en matière de santé, comme le disait Dr Ouelalo, c'est la qualité malheureusement qui a baissé. On a constaté une paupérisation de l'hôpital public et la preuve en chiffres, c'est que 90%, plus de 90%, des ressources de l'AMO, financières de l'AMO, ils vont directement au secteur médical privé. Donc, l'hôpital public, le public, malheureusement, ne bénéficie pas de cette source de financement. Or, maintenant, on n'a pas 14 millions de Marocains qui sont couverts par l'assurance maladie obligatoire, on aura 36 000. C'est une manne financière. Et il serait impensable de voir cette manne financière qui passe devant l'hôpital public sans qu'il en profite. Il en profite pourquoi? Parce que justement, c'est un mode de financement innovant pour le public. L'hôpital public doit être autosuffisant, il doit être indépendant sur le plan financier. Il donne des prestations et donc il doit avoir des recettes tout aussi bien que le privé. Et pourquoi c'est important? C'est important aussi parce que ça participe justement au financement de la santé, mais aussi ça participe à la réduction de charges. On sait qu'au Maroc, plus de 50% de charges de dépenses de santé directes, les charges directes, sont supportées par les familles. Or, le service dans le public il est moins cher que dans le privé. Il faut faire la différence. Ça ne veut pas dire qu'une appendicite dans le public, ça coûte moins cher que dans le public que dans le privé. Ça ne veut pas dire qu'il coûte moins pour l'État. Il coûte plus pour l'État que dans le privé. Mais c'est une question de gouvernance aussi, Dr Hamdi. Exactement. Donc maintenant, je ne parle que de ce que ça coûte pour un citoyen. Donc, il y aura une compétitivité complémentaire entre le privé et le public. Et là, je reviens aux ressources humaines. Pourquoi nos médecins partent à l'étranger? Il y a une étude qui est publiée récemment. C'est entre autres les conditions de salariat et de conditions de travail, mais il y a le deuxième point avec plus de 95%, c'est les conditions de formation. Le Maroc formait de très bons médecins, il forme toujours de très bons médecins. S'ils ne formaient pas de très bons médecins, ils iront pas ailleurs. Hein. Ils ne seraient pas autant demandés. Il n'y a pas photo, la formation est très très bonne, que ce soit pour les médecins, les ingénieurs et j'en passe. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de formation, mais je reviens à ma première question que je vous posais, Dr Hamdi. C'est le fait aussi de disposer de structures pour l'instruction de pratiques qui soient à la hauteur de leurs expectations, de leurs ambitions, pardon. Ça veut dire maintenant, il n'y a pas que le salaire. D'ailleurs, le ministère de la Santé il est en train de faire l'effort nécessaire pour améliorer les conditions de salaire. Mais il y a aussi les conditions de travail. Travailler dans un TCHU, c'est attractif, mais aussi ça améliore la qualité de formation. Et la qualité de formation, justement, ça fait partie des points noirs qui sont évoqués par les médecins qui veulent partir,
Parce que ces dernières années, on a remarqué qu'il y a des CHU qui on ouvre des facultés de médecine, il n'y a pas assez de place il n'y a pas assez d'enseignants pour encadrer, il n'y a pas assez de lits pour faire ces stages. Et donc là, justement, et je pense pour faire résumer, l'important, le message d'hier, c'est que c'est révolu l'ère où l'offre publique, c'est une offre de seconde ou troisième division. L'offre publique doit être du même grade, sinon meilleure que l'offre donnée privée, parce que le public, et le Covid l'a montré, le public c'est la locomotive. Là où le public réussit, le privé réussit. Là où le public est en échec, malheureusement, le vrai secteur médical privé est en échec et c'est les parasites qui peuvent en profiter, pas plus. Donc, l'importance du geste d'hier, c'est de faire une rupture avec ce type hôpital public, cette offre de santé dans le domaine public qui est relégué au second, troisième, quatrième plan. Cet hôpital public qui est réservé pour les gens qui n'ont rien à dépenser et qui veulent se soigner gratuitement, tout simplement, avec une dégradation de la qualité de soins, avec une paupérisation de l'hôpital, c'est une ère à laquelle il faut dire adieu et bien sûr ouvrir une nouvelle page où l'hôpital public, le service public au Maroc en matière de santé doit être performant, doit être innovant et il doit répondre aux critères de qualité dans le privé comme dans le public. Et le patient marocain qui est assuré, qui a son assurance, doit avoir le libre choix d'aller se soigner de la même façon, avec le même coût, de la même qualité, soit dans le public, soit dans le privé. Et ça va assurer une bonne formation pour le médecin, une attractivité pour le médecin qui, au lieu de les former et les laisser partir à l'étranger, on va les retenir d'une manière intelligente et attractive. Je reste sur ce point de formation avant qu'on revienne sur le point de gouvernance et d'économie de la santé, parce qu'il s'agit aujourd'hui de parler d'économie de la santé. On va arrêter de parler de la santé comme un secteur social, mais aujourd'hui, il y a une économie de la santé et l'écosystème doit se mettre en place et il est en train de se mettre en place dans notre pays, Inch'Allah. Professeur Belriti, comment adapter déjà l'offre de formation aux évolutions technologiques perpétuelles et continues et surtout très rapides pour répondre aux exigences des normes internationales telles que aspirées par un projet comme celui du CHU de Ibn Sina de Rabat, le nouveau. Hein. Il est clair que le capital social et les ressources humaines sont un levier capital dans la réussite de la performance de ces hôpitaux, que ce soit dans la performance financière, que ce soit dans la performance liée aux patients. Alors, si on revient sur les quelques éléments discutés déjà par le panel, Dr Liwa, qui a mis l'accent d'abord sur une formation qui nous intéresse, c'est surtout la formation des managers, managers hospitaliers. Et on constate souvent que les acteurs et les décideurs en milieu hospitalier, souvent, c'est des cliniciens ou qui s'auto-forment, qui ont une certaine identité professionnelle et qui est très importante dans le cadre hospitalier parce que d'abord, c'est la légitimité, l'identité professionnelle qui fait que les équipes de soins fonctionnent, etc. Mais il faut un plus, notamment en formation managériale, notamment à travers des exécutifs MBA qui sont un peu offerts en management hospitalier, mais aussi en leadership. On constate souvent que des modèles pour accompagner cette formation, il faut des modèles de leadership différents. Le leadership hiérarchique tel qu'on connaît depuis l'indépendance jusqu'à nos jours ne fonctionne plus pour permettre aux différentes professionnels, médecins, infirmiers, responsables, gestionnaires, contrôleurs de gestion dans les hôpitaux, de s'adapter aux différents changements de l'environnement, notamment en termes d'innovation technologique, médicale et d'intelligence artificielle, etc. Et donc, l'idée, c'est d'abord accompagner en management, mais aussi accompagner en termes de formation en management des systèmes d'information, big data, intelligence artificielle au niveau de l'hôpital. Ça permettrait d'accompagner un peu les différentes réformes. Le troisième élément, c'est aussi la formation clinique, parce que la mission d'un hôpital à Vicenne ou Ibn Sina, il fait partie du CHU. Et dans les missions, d'abord aussi, c'est en dehors du soin, la formation et la recherche. Et donc, coupler ces deux éléments sont super importants à travers d'abord le recherche-développement
que ce soit dans le côté clinique, que ce soit dans le côté managérial, que ce soit aussi en matière de contrôle de gestion et de comptabilité analytique pour analyser les coûts de chaque prestation de soins, de chaque activité et pour permettre, comme l'a mentionné les collègues, notamment cette autonomie financière à travers un bon équilibre entre la recette, le chiffre d'affaires et les charges qui sont acquises. Mais à ce moment-là, il faut aussi, pour accompagner cette capacité d'autofinancement, cette compétitivité de l'hôpital public, il faut accompagner cela par des réformes structurelles, notamment en termes de tarification nationale réglementaire, la TNR, qui ne permet pas de couvrir les charges réelles encourues par les hôpitaux publics en matière de prestations de soins. C'est ce qui explique leur faible capacité d'autofinancement et leur besoin toujours de subventions. Ça, c'est un. Deuxième élément, c'est-à-dire, ça tombe bien, parce qu'il nous reste peu de temps pour qu'on... Vous êtes dans cette question d'économie de la santé. Quels sont les premiers éléments déjà à mettre en place? Parce qu'il y a beaucoup de lacunes avant qu'on puisse parler de réelle économie de la santé. Vous en avez évoqué quelques-uns. Mais d'abord, par quoi? Quels sont les éléments, les points d'inflexion premiers avant qu'on parle d'une réelle économie de la santé chez nous et qui peuvent être enclenchés maintenant? Alors, je pense que c'est la tarification. Il faut passer d'une tarification à l'acte ou l'activité vers une tarification qui prend en compte les différentes charges. Il faut changer de modèle de tarification par capita ou autre. Deuxième élément, il faut réformer, il faut mettre en place des systèmes de comptabilité analytique dans les hôpitaux pour permettre de calculer à bon escient les différentes charges, ce qui est à améliorer, ce qui ne se fait pas actuellement. Et troisièmement, il faut, dans cette logique d'optimisation et de coût-efficacité de cet hôpital, il faut travailler sur l'optimisation notamment des flux des patients à travers tout le réseau. Il ne faut pas rester uniquement hôpital, mais hôpital ouvert à son environnement, notamment les différents paliers type 2, type 3. Et si on prend en charge 80% des grandes pathologies, on peut les prendre en charge dans les établissements de soins santé primaires. Le niveau tertiaire, uniquement les 20% restantes vont être prises en charge au niveau tertiaire. Ceci va améliorer l'optimisation de la performance de l'hôpital. Et quatrièmement, il faut, en matière de couverture universelle, c'est vrai que l'hôpital public n'est pas attractif pour les patients solvables, mais il faut garder en tête à travers les comptes nationaux de la santé, c'est que 22% des dépenses en santé vont vers l'hôpital public. Et donc, à ce moment-là, c'est ce que j'ai dit. Au fait, il faut d'abord réformer la gestion hospitalière à travers une meilleure comptabilité analytique, une meilleure tarification qui prend en compte les différentes charges, une optimisation de l'utilisation de l'hôpital à travers l'utilisation que par le niveau tertiaire, à défaut le niveau secondaire, pour accompagner la formation des résidents et des internes. Et quatrièmement, il faut aussi inscrire l'hôpital dans une logique d'écosystème. C'est-à-dire que dans un écosystème d'un groupement sanitaire de territoire dans lequel l'hôpital ou le CHU qui est au sommet, qui permet de réguler le flux des patients des différents autres niveaux, c'est-à-dire le niveau secondaire, le niveau primaire, notamment les établissements de soins santé primaires. Et à ce moment-là, il faut être capable, au niveau du système de santé régional, par exemple au niveau de la région de Rabat Salé Knitra, être capable de réguler cette masse et ce flux de patients de manière à ce que uniquement 80% des patients vont être pris en charge au niveau des soins de santé primaire et le 20% restant vont utiliser l'hôpital universitaire. À ce moment-là, ça va permettre une meilleure optimisation en termes de coût-efficacité de cette organisation ou de toutes les activités les activités de l'hôpital du niveau tertiaire. Et il faut aussi accompagner cela par de la formation managériale à travers avoir un pilotage qu'on appelle un pilotage médico-économique, c'est-à-dire il y a les cliniciens, mais aussi un pilotage économique qui permet de voir est-ce que les volumes d'activité nous permettent d'avoir une meilleure rentabilité financière par rapport aux charges engagées et quel investissement va-t-on choisir, quelle décision va-t-on choisir pour optimiser la capacité d'autofinancement. Voilà. Docteur Oualalou, économie de la santé, indissociable à la bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'une bonne gouvernance dans la santé? La bonne gouvernance, c'est d'abord la communication. C'est deuxièmement la participation de la population. C'est troisièmement, c'est l'évaluation. C'est quatrièmement, c'est le suivi et aussi voir comment améliorer
tout ce qui est gestion pour une meilleure rentabilité de telle ou telle entreprise, comme l'établissement hospitalier dont nous parlons. Donc la gouvernance est essentielle pour réussir. Elle est au centre des préoccupations du souverain aussi, mais ça tarde à se voir sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'une structure telle que ce CHU d'Ibn Sina, ce nouveau CHU d'Ibn Sina, va être aussi un point d'inflexion, comme je le disais tout à l'heure à Dr Hamdi par rapport à l'économie de la santé, mais par rapport à une gouvernance à la hauteur de cette haute technologie dédiée à cette structure la gouvernance, on peut la trouver un peu partout. Dans la réforme de notre système de santé, elle est essentielle. Dans la généralisation de la protection sociale, essentiel. Dans la généralisation de la couverture médicale, tout ce qui est gestion, il faut le revoir, il faut avoir des compétences, des personnes qui sont formées pour la bonne gouvernance. Et je pense que tout le monde y pense. C'est un grand défi pour le ministère de la Santé, pour le gouvernement, mais aussi pour notre économie. Bien sûr, la bonne gouvernance, c'est aussi la reddition des comptes, c'est la transparence, c'est l'équilibre financier. Tout cela, c'est la bonne gouvernance, mais pour ce qui est de l'établissement public, c'est d'abord comment gérer le personnel. Ce personnel de 6 000 à 7 000 personnes, pour le cas du CHU d'Avicenne, il faut bien qu'il y ait des compétences qui gèrent pour une meilleure rentabilité, une productivité meilleure de ce personnel, pour une meilleure capacité d'emploi des lits hospitaliers, donc les rendez-vous, les hospitalisations à domicile. D'où le besoin de digitalisation. Donc le besoin de cette transition numérique qui s'impose à notre système de santé, le dossier du patient, la traçabilité de tout ce qui rentre dans l'hôpital, la sécurité de l'hôpital. Donc tout ce monde, il faut bien le gérer et d'une manière, disons, moderne et non plus l'ancienne méthode de gestion. Tout cela, c'est pour satisfaire les besoins de notre population. Et je pense que l'économie de la santé, ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé. Voilà. C'est un domaine transversal. Pour Dr Hamdi, mais transversal, c'est la santé, la prévention, c'est l'habitat, c'est l'eau potable, c'est l'assainissement. Tout cela, c'est l'économie de la santé. Le personnel de la santé, bien sûr, médecins, pharmaciens, paramédicaux, mais aussi il y a les sociologues, il y a les économistes, il y a les ingénieurs, il y a la grande technologie, puisque nous sommes maintenant devant une médecine qui évolue d'une manière rapide, nous sommes devant une industrie pharmaceutique avec des médicaments onéreux, des médicaments qui sont nouveaux, chers, d'accord, mais qui suivent la recherche pharmaceutique. Alors, je vous rappelle que la recherche pharmaceutique... Parlons justement de cette gouvernance de l'agence du médicament. Dans cet hôpital d'Avicenne, il faut prévoir une pharmacie hospitalière, encadrée par des pharmaciens compétents. Il faut prévoir aussi un plateau des laboratoires, parce que le Covid a montré que la biologie, que la recherche dans la biologie et dans tout ce qui est biomédical est essentiel pour faire les analyses, pour répondre à tel ou tel événement comme le Covid. Il faut former des biologistes. Donc tout ce monde fait partie de l'économie de la santé, qui est un chantier d'investissement et non plus une charge, puisqu'il s'agit d'abord du financement, mais aussi de voir la maîtrise des dépenses de santé, qui est un grand défi pour toutes les sociétés actuellement. Merci. Un dernier mot, Dr Hamdi, sur l'économie de la santé de demain. L'économie de santé et système, on ne parle que de système de santé. Il faut optimiser les dépenses, il faut assurer la qualité des soins. On a parlé de l'hôpital, de sa place, mais il faut rappeler qu'un système de santé efficient, c'est un système de santé qui n'est pas basé sur l'hôpital, mais qui est basé sur les soins primaires. Avec les soins primaires, nous connaissons une transition démographique, une population qui vieillit de plus en plus, et une transition épidémiologique. On a des maladies chroniques qui s'installent, des maladies dégénératives. Si on attend que les malades font des cancers et qu'ils font des problèmes cardiaques et nécessitent des opérations à cœur ouvert
pour les hospitalisés dans CHU et les traités, malheureusement, toutes les dépenses du monde ne vont pas suffire. Donc, il faut centrer notre système de santé sur les soins primaires, la médecine de famille, la médecine générale, qui est le premier accès. Deuxièmement, il faut baliser ce parcours de soins pour les patients. Un parcours de soins qui est un parcours coordonné de soins pour nos patients. Il faut réformer et généraliser, c'est ce qui se passe, la couverture médicale, parce que malheureusement l'accès aux soins, il passe par des obstacles financiers aussi. Il n'y a pas que la pénurie des médecins, mais aussi bien sûr en matière d'économie de santé, le financement de la santé. La santé, ça n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et pour financer le système de santé, bien sûr, il y a plusieurs financements qui sont innovants, et entre autres, c'est améliorer l'attractivité du secteur de l'hôpital public, mais aussi améliorer l'attractivité de l'offre publique de santé hors hôpital. Il faut repenser la tarification nationale de référence. Il faut la réviser, le protocole thérapeutique pour optimiser les soins, pour optimiser le parcours de soins, la nomenclature. Il y a tout un chantier à faire qui doit accompagner justement pour pouvoir pallier entre une optimisation des dépenses et bien sûr assurer une qualité de soins pour nos concitoyens. Merci beaucoup, Dr Hamdi. Merci, Dr Oualalou, professeur Belriti. Merci d'avoir enrichi ce débat ce soir. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.